Comme je parle le premier, je vais plutôt mettre la table, c'est-à-dire faire une espèce de rappel historique des jalons qui ont, d'une certaine façon, marqué ce débat-là sur la réforme des institutions, sur le mode de scrutin. Si je me rappelle bien, Claude, quand on a lancé les États généraux, je pense qu'on avait trouvé que c'était en 1908 ou à peu près, que pour la première fois, un député et dans l'espace public, on avait soulevé le problème puis qu'on avait amorcé le débat sur le mode de scrutin. Mode de scrutin uninominal en un tour, donc un héritage colonial britannique que nous portons depuis assez longtemps. Et à la suite de ça, finalement, ça n'a pas trop fait de cas, jusqu'à ce qu'à certaines occasions, il y a eu des fièvres de prise de conscience ou de revendications quand il y a eu des résultats électoraux qui favorisaient le deuxième plutôt que le premier. Le deuxième étant celui qui obtenait moins de voix, mais plus de sièges, et qui dans les deux cas, c'est le premier, en fait même dans les trois cas, a pu former un gouvernement majoritaire avec moins de voix au suffrage exprimé que son adversaire. Donc, dans les trois cas, en fait deux cas, je pense, non, deux cas, les deux premiers, 1966 et avant ça, 1944, c'est l'Union nationale qui avait pris le pouvoir en coiffant les libéraux, malgré le fait que les libéraux avaient eu à peu près 1 ou 2 % de plus d'appui populaire dans ces élections-là. Par la suite, et donc c'est clair que l'homme politique qui a porté ça par la suite, à partir, je pense, de l'élection de 66, mais plus encore après, à partir de 70, quand il a formé son parti, René Lévesque, qui a dit à quelques reprises, mais entre autres à une occasion assez célèbre, je pense que c'était dans une chronique qu'il y avait dans le Journal de Montréal, que le mode de scrutin actuel que nous avons est démocratiquement infect. Bon, parce que lui avait vu la Révolution tranquille, son élan cassé par une victoire de l'Union nationale qui n'aurait pas dû prendre le pouvoir, mais qui a pris le pouvoir à cause de ce mode de scrutin-là. Et par la suite, quand il a formé le Parti québécois en 68, ça a commencé assez rapidement à être dans le programme du parti. Et je crois que ça l'a été clairement à partir de 70 et surtout 73, où dans les deux cas, le PQ qui avait obtenu en 70, si je me rappelle bien, à peu près 23 % du vote, avait eu 7 députés et avait eu un peu plus que 30 % du vote en 73, donc 3 ans plus tard, avec un député de moins, 6 députés. Et donc, la revendication et l'engagement de faire en sorte qu'on ait un mode de scrutin proportionnel, de type proportionnel, et à ce moment-là, le débat, c'était pas sur les formules comme telles, mais sur le principe de mettre de côté le mode de scrutin que nous avons. Et ça a duré jusqu'en 1998. Alors que là, c'est le Parti québécois qui a pris le pouvoir. C'est encore les libéraux qui se sont fait avoir, cette fois-là par le PQ, qui avait pris le pouvoir avec Lucien Bouchard, qui avait succédé à Jacques Parizeau, à peu près avec 35 000 votes de plus. C'est pas beaucoup, mais néanmoins, le PQ est arrivé deuxième dans le suffrage populaire. Et à ce moment-là, plus qu'auparavant, là, il y a eu comme une espèce de prise de conscience. Le nouveau chef du Parti libéral, Jean Charest, s'est fait le champion, à ce moment-là, d'une revendication et d'un changement de mode de scrutin, de l'abandon du mode de scrutin actuel. Mario Dumont, qui avait eu un appui intéressant dans l'opinion publique, et qui se retrouvait être le seul député à l'Assemblée nationale aussi, avait emboîté le pas. Et je pense même, pour être juste avec eux, que dès le départ, quand l'Action démocratique a été créée, il y avait eu une espèce d'organisme ou de forum, je ne me rappelle plus du terme qu'ils avaient utilisé, mais il y avait une réflexion sur les institutions démocratiques. Et ça a été, dès le départ, je pense, dans leur programme politique, donc après le référendum, un peu avant le référendum de 1995. Et puis Jean Allaire, à ce moment-là, était un de ceux qui supportait cette idée-là. Et, mais malgré ça,
le Parti québécois a gardé ça dans son programme politique, même si il avait été favorisé à ce moment-là par le mode de scrutin actuel. Ça, et c'est là qu'est né, puis le personnage va parler un peu du travail qui a été fait depuis, c'est là qu'est né le mouvement Démocratie Nouvelle. Et le mouvement Démocratie Nouvelle, moi, j'ai été président de l'Assemblée depuis, à ce moment-là, 96. Donc, j'ai été réélu député ici, là. Et puis, à ce moment-là, je pense que j'avais une majorité absolue, par exemple. Et je me suis retrouvé à nouveau président de l'Assemblée nationale. Et quand je me rappelle bien que, outre le mouvement Démocratie Nouvelle, je pense qu'une des premières choses que le mouvement Démocratie Nouvelle avait fait, c'est de faire signer une série de personnalités, dont je me rappelle Claude Charon, Claude Ryan et plusieurs autres qui avaient signé cette pétition qui appuyait dans le fond la revendication d'engager une réforme du mode de scrutin pour abandonner le mode de scrutin actuel pour s'engager vers la voie d'un mode de scrutin de type proportionnel mixte. Et moi, comme président de l'Assemblée, j'avais fait quelque chose que les présidents ne font pas beaucoup. J'avais subventionné le mouvement Démocratie Nouvelle. Je me disais que leur cause était à l'égard de la démocratie. C'était une question non partisane. C'était à l'égard des institutions démocratiques et j'avais donné une subvention. J'étais organisé pour que le président ait ce que les ministres avaient. Et puis, donc, un budget de subvention pour des organismes ou des gens qui militaient pour des questions reliées à la démocratie et au parlementarisme. Je pense que la MDN avait été à ce moment-là un des premiers bénéficiaires de cette enveloppe de subvention que je m'étais fait donner par le bureau de l'Assemblée nationale. Bon. Et là, il y a eu un changement de la garde au PQ. Bernard Landry est devenu premier ministre quand Lucien Bouchard a quitté. Je pense que c'était en 2001. Et ça a commencé par une lancée, puis là, ça a piqué du nez. Et je me rappelle qu'à un moment donné, à l'automne 2001, pas longtemps avant qu'il m'appelle, le mois de janvier, pour devenir ministre de la réforme électorale et parlementaire, qui est devenu le ministre de la réforme des institutions démocratiques, il y avait un article de Michel David dans le Devoir, à ce moment-là, qui disait « Sinon par vertu, du moins par intérêt ». Et qui disait au gouvernement du Parti québécois, puis à Bernard Landry, « Écoutez, là, vous êtes sur une pente glissante. » Et à ce moment-là, la pente était à ce point glissante qu'on se demandait s'il resterait quelques députés au PQ, parce que je pense qu'on était tombé autour de 20 quelques %. En fait, moins que le pourcentage d'appui que le Parti québécois avait obtenu aux élections de 73. Alors, si en 73, on avait eu 6 députés, si on se retrouvait avec, je ne sais pas moi, des sondages à 26 ou 27 je ne me rappelle plus exactement quel était le pourcentage des sondages, mais c'était clair qu'on pouvait se poser la question combien on aurait de députés, alors que là, on était majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est là que... Et moi, j'avais rencontré Landry discrètement, même si j'étais président de l'Assemblée. Quand tu le fais discrètement, il n'y a pas de problème. J'avais passé un certain nombre de messages. Je ne m'attendais pas à avoir un téléphone pour être ministre, surtout pas de ça. Mais finalement, au mois de janvier, il me demande d'être ministre. Alors, j'accepte. Je lui dis, ça va être la ministre de la réforme des institutions démocratiques. Très bien. Et puis, dès le départ, j'avais dans l'esprit que j'organiserais à ce moment-là des États généraux. C'était des objectifs que j'avais. Et je me suis organisé aussi pour avoir comme sous-ministre celui que Robert Burns avait eu. Robert Burns qui a été celui qui était le ministre de René Lévesque de la réforme électorale et parlementaire, qui a été un peu mon mentor politique. Et je savais à ce moment-là qu'André Larocque était un militant avoué et reconnu. Je pense qu'il avait été même candidat pour l'Union des forces progressistes en Mercier. Il a fait tous les partis, André, ou à peu près. Il a même été, je ne sais pas si c'était pour l'UFP ou pour l'ADQ. À ce moment-là, il était peut-être pour l'UFP, mais il y a peut-être l'ADQ. C'est peut-être l'ADQ. Il les a fait un peu tous. Et bon, il y avait donc le mouvement Démocratie Nouvelle qui s'activait donc depuis l'élection de 98. Il y a eu cette pétition-là. Il y avait donc André Larocque et d'autres, Paul Clich à l'UFP à ce moment-là, qui lui aussi était un militant de cette cause-là depuis des années, un peu comme moi, un ancien du Devoir.
Et donc, on lance les États généraux. Je réussis, malgré l'opposition de plusieurs ministres qui savaient qu'il était un trouble-fête un peu, en tout cas qui avait son franc-parler. Il était déjà pogné avec moi. Il s'imagine, en plus, avoir un sous-ministre qui était un peu de la même trempe, ça ne rassurait pas tout le monde au cabinet. Mais j'avais réussi à imposer le choix d'André Larocque, à obtenir ça. Et là, j'ai demandé à M. Belland d'accepter la présidence. On a fait des États généraux. On avait conçu les États généraux dans l'objectif de faire une grande tournée à travers le Québec. Et moi, pour vendre ça, et j'étais convaincu aussi, c'est ça que j'avais déjà dit, moi, au Mouvement Démocratie Nouvelle. Je leur ai fait le critique que je leur ai fait à quelques reprises depuis. Je trouve que vous n'avez pas choisi le bon mot. Parce que le mouvement Démocratie Nouvelle, ça ne dit pas ce que ça veut dire. Parce que le mouvement Démocratie Nouvelle, dès le début, s'est concentré sur la réforme du mode de scrutin. J'aurais aimé mieux qu'il y ait un organisme qui choisisse un nom de baptême qui finalement correspond à leur cause. Ça mettait un peu de confusion. Alors moi, comme ministre, j'étais convaincu qu'il fallait bien sûr modifier le mode de scrutin, mais qu'il fallait aussi modifier les institutions politiques, le régime politique, le système parlementaire. Pas juste faire une réforme parlementaire, mais vraiment avoir un système politique complètement nouveau. Mais c'est clair que la revendication la plus forte, ou ce qui était le plus dans l'actualité à ce moment-là, puis déjà depuis l'élection de 98, c'était la réforme du mode de scrutin. Donc, j'ai publié en juin 2002, juste avant que M. Belland commence sa tournée, puis je pense juste avant qu'il soit nommé officiellement par le gouvernement, lui et ses collègues, parce que j'avais choisi des gens de différentes allégeances politiques pour faire partie du comité directeur des États généraux. Donc, j'avais publié un livre vert sur la réforme des institutions démocratiques qui s'appelait « Le pouvoir aux citoyens, aux citoyennes ». C'est ça, hein? Tu l'as, Claude? Et j'avais fait ce que le gouvernement actuel n'a pas fait par rapport à la crise étudiante puis aux droits de scolarité, c'est que le livre vert présentait différents problèmes institutionnels au plan de la démocratie, y compris le mode de scrutin, et posait la problématique, mettait les avantages et les inconvénients de différentes formules alternatives à la formule ou aux institutions actuelles. Et M. Belland est parti avec ça, avec son comité, a fait le tour du Québec. Moi, comme ministre, en parallèle aussi, on aurait aimé, je pense, lui et moi, avoir autant de succès, de foule que les étudiants en ont depuis 4 mois et demi. Mais ça n'a pas été ça. Mais malgré tout, et je vais laisser à Claude le soin de parler du rapport puis de ce qui s'est dit. Mais malgré tout, le comité s'est promené à travers le Québec et on a réussi à faire un événement en février 2003 à Québec de presque 1000 personnes qui représentaient l'ensemble du territoire québécois, des gens encore là de différentes allégeances. Et bon, il y a eu le rapport des États généraux et par la suite, après le rapport, le gouvernement a été saisi du rapport que M. Belland a produit, parce qu'assez rapidement après, je pense un mois après, on vous avait produit le rapport, et là, les élections s'en venaient. Et là, il y a eu une discussion au Conseil des ministres, c'est ce qu'on fait avec le rapport Belland. Et là, beaucoup, je ne les nommerai pas parce que c'est le secret du Conseil des ministres, beaucoup voulaient mettre tout ça sur les tablettes. Là, j'ai mis, moi, ma démission sur la table, pas sur les tablettes, en disant c'est pas vrai que j'ai fait 1 an à travers le Québec et qu'on a mis sur pied toute cette affaire-là pour aujourd'hui pas s'engager à donner suite à l'exercice démocratique qu'on a fait pendant 1 an. Moi, je ne me suis pas promené à travers le Québec pour ça. Et finalement, le gouvernement a accepté de donner suite à l'ensemble des recommandations et on est parti en campagne électorale. Donc, l'ADQ a réitéré son engagement. Les libéraux aussi, et Bernard Landry, premier ministre, aussi, en disant même qu'il s'engageait à ce que cette élection soit la dernière élection avec le mode de scrutin que nous connaissons. La suite, les libéraux ont pris le pouvoir, vous le savez. Il y a eu, je pense, 2, 3 ministres. Il y a eu Dupuis, après ça, Benoît Pelletier. Après ça, qui? Je pense qu'il y en a eu un autre. Après, Jacques Fournier, qui ont tous fait un exercice plus pour enterrer l'idée. Il y a eu une commission parlementaire qui a été comme la suite des États généraux,
qui, elle, a repris l'exercice des États généraux en entendant à nouveau des gens en commission parlementaire et a produit un rapport. Et quand le rapport a été produit, le gouvernement a demandé un avis au directeur général des élections qui a dit qu'il n'a pas pris position en faveur ou contre le mode de scrutin, ce n'était pas la demande qu'on lui faisait, mais il a dit que si l'Assemblée nationale choisissait ça, que c'était très faisable, puis que ce ne serait pas très compliqué à organiser ça. C'est clair qu'il y a un lien entre ça et le débat sur la carte électorale. Et depuis ça, depuis le rapport du directeur général des élections, il n'y a rien eu qui s'est fait sur le front de la réforme du mode de scrutin, mais sur le front de la carte électorale, il y a eu tentative de tripotage de la carte électorale par les libéraux, le PQ en particulier. Je me demande si l'ADQ n'a pas joué dans le film aussi un peu, parce que finalement, le directeur général des élections proposait, parce qu'il est aussi directeur de la représentation électorale, et de la commission de la représentation électorale, et on proposait des modifications à la carte et d'abolition de certains comtés. Et là, bon, on a vu des gens qui s'étaient soulevés. Et on a voulu essayer de revenir à l'ancien temps, avant même que Robert Burns et que René Lévesque enclenchent la réforme qui avait fait en sorte qu'on sortait de la responsabilité de l'Assemblée puis du gouvernement le soin de découper la carte électorale. Et depuis, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'au dernier congrès du Parti québécois, pour la première fois depuis, je pense, que ça avait été introduit dès la fondation, ou pas longtemps après, on a enlevé ça comme engagement électoral. Alors, voilà où nous en sommes. C'est pas très brillant. Et moi, je crois qu'il n'y aura pas de changement qui va se faire tant qu'il n'y aura pas un chef politique important qui sera à la tête du gouvernement, qui décidera, parce qu'on est dans une monarchie élective, tant qu'il n'y aura pas un monarque qui va décider que ça va se faire, on va taponner beaucoup, on va faire beaucoup de réunions comme celle de ce soir, on va beaucoup s'activer. Je ne veux pas être éteignoir, mais on a un système politique, tant qu'il ne sera pas changé, et tant que le mode de scrutin ne sera pas changé, on va avoir les conséquences, on va avoir ce qu'on a actuellement comme dynamique politique. Et ça prendrait donc un chef politique qui, tout à coup, ou une chef politique qui décide de changer la dynamique, de casser les paradigmes et de faire l'histoire, puis d'enclencher le Québec, d'orienter le Québec vers une réforme du mode de scrutin qui... Une dernière chose, pendant que nous, on s'activait au Québec, quand Claude et moi, puis après ça, et en parallèle, le mouvement Démocratie Nouvelle en particulier, dans 2 autres provinces, en Colombie-Britannique, puis en Ontario, on a fait une réflexion. Dans les 2 cas, on a fait à peu près l'équivalent des États généraux, mais là, on avait fait quelque chose de mieux que moi, j'avais réussi à faire. C'est qu'on avait promis, et on a tenu promesse, qu'il y aurait un référendum sur la proposition qui émanerait du comité de citoyens qui avait été mandaté pour réfléchir sur la réforme du mode de scrutin puis le type de mode de scrutin alternatif qui devrait être proposé. Le problème, c'est que dans les 2 provinces, là aussi, les gouvernements ont été assez tordus. C'est-à-dire qu'on a proposé et on a mis en place des règles d'adoption pour le référendum qui faisait que tout à coup, c'était plus la règle de 50 % qui s'appliquait, c'était une règle d'à peu près des 60 % des 2 tiers, puis ça prenait une majorité dans je ne sais pas combien de régions en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, ils ont eu, je pense, c'est 60 %. 57, donc c'est pas loin de 60 %. Au Québec, tout le monde est d'accord, on ferait un pays avec 50 plus 1, mais en Colombie-Britannique, 57 % c'était pas assez pour modifier le mode de scrutin. Puis en Ontario, ça a été un peu semblable. C'était un peu plus compliqué parce que là, je pense qu'on a fait le référendum en même temps que les élections. Le gouvernement n'appuyait pas la démarche. C'est ça, puis là-bas, c'est ça, voilà. Mais donc, dans les 2 cas, il y a eu un exercice citoyen intéressant, mais la dynamique ou l'élan qui avait été initié par cette décision des gouvernements qui les honorait avant que la suite arrive, d'accepter, de modifier le mode de scrutin. Mais dans les 2 cas, l'élan a été cassé comme au Québec. Alors, on se retrouve partout au Canada avec un mode de scrutin qui date de quelques centaines d'années et qui produit
Et là, ben, je vais laisser Mercedes, c'est sa spécialité, puis Claude aussi, le soin, qui produit toutes sortes de distorsions. Et je terminerai en disant que, parce que récemment, ceux de la région le savent, j'ai reçu le prix Louis-Joseph Papineau. Et puis, je dirais pas pour mon œuvre, mais comme ancien parlementaire, qui est comme indépendantiste. Et j'ai cité à ce moment-là ce que j'avais cité, je ne sais pas si Claude, tu t'en rappelles, quand j'avais ouvert les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, en présence de Bernard Landry, premier ministre, et il était là quand j'ai reçu le prix Papineau. J'avais dit que j'avais cité Papineau dans son testament politique lors d'un discours à l'Institut canadien, je pense en 1884, qui disait qu'il n'y a pas de gouvernement légitime s'il n'est pas l'émanation de la majorité du peuple. Et le problème, c'est que notre mode de scrutin, à peu d'exceptions près, a produit des gouvernements qui étaient l'émanation de la majorité du peuple. À quelques occasions, les gouvernements ont eu plus que 50 du vote. Mais plus souvent qu'autrement, on a été gouverné par des partis qui n'ont jamais obtenu la majorité populaire, qui était pourtant la condition de base, le principe de base en démocratie, la règle de la majorité.